Voilà, vous m'entendez probablement mieux maintenant. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Mon but, c'est de partager avec vous un certain nombre de travaux de réflexion que l'ICSI et la FONCSI ont conduit à propos de la crise Covid-19 et de poser avec vous, devant vous, les questions que nous pensons que cette pandémie a posées. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de présenter l'ICSI et la FONCSI. Si jamais quelqu'un dans cette noble assistance ne connaissait pas ces institutions, ça ferait l'objet de la première question. Voilà, donc nous avons travaillé des deux côtés, côté ICSI, donc l'association, et FONCSI, la fondation de recherche, sur en gros trois axes de travail. Nous avons essayé de conduire ce qu'on a appelé un observatoire pour essayer de noter ce qui se passait. Donc avec un certain nombre de méthodes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ce soir. Nous avons essayé de réfléchir de façon prospective pour en fait poser la question que tout le monde se pose et que vous vous êtes posé dans ces 2 journées. Ça veut dire quoi cette crise? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la sécurité de demain, l'évolution du rôle des acteurs actuels de la sécurité? On voit des choses qui changent. Est-ce que ça a un sens pour le futur? Et puis une troisième tentative, un troisième axe de travail, de réflexion qui était international. C'est-à-dire que dit finalement le reste du monde sur la chose? Et on a particulièrement noué une coopération avec 2 mouvements de pensée, de courants de pensée relativement connus, le mouvement Resilience Engineering, que j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années, et puis Naturalistic Decision Making. Voilà, donc je vais me concentrer peut-être sur la partie benchmark et réflexion prospective. Je ne vais pas parler du tout de l'aspect international. Et donc, je vais séparer, même si c'est un peu artificiel, ce qu'a fait l'ICSI, ce qu'a fait la FONCSI. Donc, côté l'ICSI a des membres, voilà, est proche de la réalité de l'industrie, de ce qui se fait, de ce qu'on a fait, de comment on s'est adapté. Puis, la FONCSI a plus une vocation de recherche. Alors, du côté de l'ICSI, on a établi très vite, après le déclenchement de la pandémie, un groupe de travail avec un certain nombre de partenaires traditionnels de l'association. Et on a essayé de regarder un certain nombre de choses. Et la première, évidemment, c'était: il se passe quoi chez vous? Quel est l'impact de cette crise sur vos activités, sur votre façon de gérer la sécurité, sur y compris vos activités de gestion pratique de la sécurité. Et l'évidence qui s'est très vite fait jour, c'est que ces impacts étaient très différents selon les secteurs d'activité, selon les contextes dans lesquels se trouvaient les gens. C'était pas la même chose d'entamer la crise Covid avec une entreprise en pleine santé financière et dans une sérénité sociale complète, ou d'être en crise financière et avec des conflits sociaux, des gens en cours, etc. C'est pas la même chose, évidemment. C'est évident, mais ça se voyait bien. Et puis surtout, la nature de l'activité. Le rôle social joué par l'activité productive de l'entreprise considérée était très important. Également, le rôle joué par les collectifs de travail et la présence sur le terrain pour la sécurité des collectifs de travail. L'impact des mesures sanitaires était pas du tout la même chose. Et du coup, on avait une fourchette de conséquences sur l'activité productive elle-même qui est absolument considérable, qui allait de « on arrête tout », et ça a été le cas au début, en tout cas, des entreprises de transport. L'aérien a arrêté purement et simplement du jour au lendemain de voler. C'est quelque chose de jamais vu. Et puis à l'autre extrême, même si ça ne fait pas partie de notre terrain de jeu traditionnel, le monde de la santé, le monde hospitalier, était en surchauffe absolue. Et au-delà même des hôpitaux, les industriels qui produisent
des masques, des systèmes de production d'oxygène, etc., étaient en surchauffe complète. Donc, et entre les deux, il y a des gens qui, par exemple, comme les producteurs d'énergie, étaient priés de continuer à faire leur boulot, parce que, évidemment, il faut de l'électricité pour qu'on continue à vivre, mais tout en respectant les contraintes. Donc, ils étaient priés de continuer sous contrainte. Voilà. Donc, il y a cette énorme fourchette de conséquences. Et en matière de sécurité, plus précisément, de gestion de la sécurité, on a eu là des adaptations de toute nature. Il y a des gens qui ont pu repousser des programmes de maintenance comme le nucléaire. Voilà, il y a des programmes récurrents de maintenance. Il y a de la marge d'interprétation dans les calendriers. On a profité des marges. Il y a des gens qui ont modifié la composition, le roulement des équipes pour assurer le roulement, la continuité de l'activité malgré les contraintes sanitaires. Il y a des gens qui ont mis des caméras sur la tête des surveillants qui se promenaient dans l'usine et qui faisaient bénéficier tout le monde de ce qu'ils voyaient. Il y a des gens qui étaient conscients qu'on allait perdre des compétences en s'arrêtant ou en ralentissant à ce point-là et qu'il fallait faire quelque chose pour les garder. Donc il y a eu des efforts de maintien des compétences, des simulations rajoutées, comme ça a été le cas dans l'aviation par exemple. Mais ce qui, avec le recul, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, me semble moi très important, parce que ça caractérise cette crise, ce qu'on appelle cette crise, c'est qu'il n'y a finalement pas eu de modification des arbitrages et des objectifs de sécurité. Il n'y a pas eu à rendre au niveau des entreprises des arbitrages entre la sécurité et la santé ou d'autres choses. On n'a pas été obligé de dire tant pis pour la sécurité, on a une telle crise sanitaire qu'il faut faire autrement, on va accepter des risques là pour ne pas en avoir trop ailleurs. Ça n'a pas été nécessaire. Et ça, c'est très... Bon, alors, je vois déjà que... Pardon ? Ah non, mais voilà, c'est... Bien sûr, mais je parle de l'industrie. Il n'y a pas vraiment d'industriel qui a dû, lui, arbitrer dans son coin entre les référentiels de sécurité, les objectifs explicites ou implicites de sécurité qui lui sont faits, qui lui sont fixés, et puis la santé, la sécurité opérationnelle ou la sécurité au travail de ces personnels. On est peut-être dans l'injonction paradoxale, mais on était là-dedans. Officiellement, on n'a pas eu à faire ça. Mais c'est important de le dire parce que ça caractérise aussi la crise, ce qu'on appelle une crise ici. Alors, deuxième chose qu'on a vu dans le partage du retour d'expérience initiale, c'est l'importance du phasage de la crise. En fait, il est impératif de décrire ce qu'on appelle une crise, où on en est dans la crise, et d'avoir un modèle dynamique de la crise et de son évolution. Il y a vraiment des phases, alors je vais simplifier beaucoup là, hein, mais pour dire pratiquement une banalité, il y a vraiment une phase aiguë, et puis ensuite une phase chronique dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Dans la phase aiguë, on se rappelle tous des premiers jours de cette incrédulité, de ce déni pour certains dans les discours, dans les affichages. Il n'y a pas de problème, la France n'a pas de souci avec ça, vous vous souvenez tous de ça. Notre système hospitalier est absolument serein face à des perspectives d'épidémie comme ça, etc. Et puis après, on entre dans le dur, et puis il y a cette sidération, mais c'est pas possible, ça arrive vraiment, c'est incroyable. Et puis on est en confinement, et puis tout ça, puis les choses se bloquent, on ne peut plus faire, on ne peut plus vivre comme on... Voilà, il y a toute une série de discontinuités finalement introduites dans l'activité, y compris des industriels. Alors évidemment, ça a oscillé, ça a bougé, il y a eu des sous-phases dans cette phase-là avec les évolutions des mesures sanitaires. Mais bon, on est toujours dans le même problème de base, c'est le défi d'adaptation rapide.
Le monde change d'un seul coup et il faut s'adapter très vite. Donc on est dans les défis de réactivité, les défis de créativité parfois, avec des décisions sacrifiantes. Qu'est-ce qu'on abandonne finalement? On peut plus tout faire clairement. Donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? Même si encore une fois ça concerne pas officiellement en tout cas les arbitrages sur les valeurs de haut niveau. Et puis pour l'encadrement, par exemple, des entreprises, on a vraiment un défi de leadership. Comment on reste un leader à ce niveau d'incertitude? On ne peut rien dire, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Tous les soirs à la télé, il y a des experts qui viennent nous dire une chose et puis son contraire quand c'est l'expert suivant qui parle. On n'a aucune capacité de projection, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça commence à se propager dans le monde entier. Enfin, voilà, on est dans un niveau d'incertitude absolue. Comment on reste le leader qui entraîne ses troupes, qui motive, etc., quand on ne peut plus dire voilà ce qu'il faut faire, voilà la vérité, voilà le référentiel, voilà mon modèle du monde et c'est moi qui ai raison et il n'y a pas de souci, suivez-moi. Là, tout ça est par terre. Comment on reste un leader? C'était un vrai défi pour les entreprises. Et puis, défi de réorganisation. Est-ce qu'on reste organisé comme ça ou est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce qu'on change finalement l'organisation officielle de l'entreprise? Bon, ça, c'était donc phase aiguë. Phase chronique, on reprend, la vie reprend, mais sous contrainte. C'est pas complètement la vie d'avant, c'est pas non plus totalement différent. On a regagné un certain nombre de certitudes ou de références, mais on est encore quand même dans l'incertitude. Il y a des vagues, hein, on en est, je sais pas, à la 5e. Voilà, il y a des récurrences de vagues de l'épidémie. Elle va, elle reflue, elle revient. Et on ne sait pas. Personne ne sait dire si ça va continuer, combien de temps ça va continuer, quelle est l'efficacité des vaccins. Vous vous souvenez de tous ces débats sur l'efficacité des drogues, voilà, avec des grands experts mondiaux qui affirment des choses qui sont complètement contredites. Bon, c'est quand même impressionnant comme contexte. Donc, on a, nous, dans notre groupe, on a appelé ça la drôle de guerre. Voilà, c'est pas vraiment la guerre, mais c'est pas vraiment la paix, on sait pas ce qui va se passer. Il y a un vrai niveau d'incertitude. Et donc, du point de vue de la sécurité, évidemment, il y a un impact de cette incertitude. On a des défis aussi, là, des défis de compétences. On reprend. Mais dans l'aviation, les pilotes, il y a 9 mois, il y a 1 an, qui ne volent plus. Est-ce qu'ils savent encore piloter? Il y a eu des accidents en Asie, en particulier chez des low cost, clairement dus à la perte de compétences. On est dans des métiers, beaucoup de métiers dans l'industrie sont des métiers qui s'auto-entretiennent en matière de compétences. Si on s'arrête, on ne sait plus faire. Il y a des mélodies gestuelles qui ne sont là que parce qu'elles sont répétées tous les jours. Comme le pianiste, s'il s'arrête, il ne peut plus. Voilà. Il a perdu son talent. Donc on a aussi des défis sur les transformations du travail. On a été chercher le télétravail, on était très content d'avoir ça. C'était latent, ça commençait, et là, d'un seul coup, c'est devenu massif. Mais comment on dose? Quels sont les effets de ça? Comment on assimile cette nouvelle façon d'être au travail dans l'entreprise? Comment on maintient le lien social? Quand on est dans l'équipe ensemble depuis 10 ans, il n'y a pas de problème. On peut télétravailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et peut-être beaucoup plus, sans se voir, parce qu'on se connaît, on a fait tellement de choses ensemble, on consomme ce capital. Quand les nouveaux arrivent, comment on fait pour les intégrer comme ça, sur un écran à distance, sans tout ce qui fait la richesse des relations, des vraies relations humaines, quoi. Comment on fait? Est-ce que ça peut marcher? On n'en sait rien. Voilà. On essaye, on regarde. Et plus généralement, on voit aussi qu'il y a une évolution que la crise a certainement accélérée, mais qui était déjà là, du lien à l'entreprise, de la notion même de l'appartenance à l'entreprise. Ça veut dire quoi d'être membre d'une entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose partout? Non. Voilà, c'est en train de changer très vite. Le rapport au travail lui-même change. Et c'est lié, les deux sont liés. Donc, est-ce qu'on va vers une ubérisation générale ou est-ce que la notion
d'employés de l'entreprise ou de salariés, selon le vocabulaire, continue à avoir du sens. Et puis, le quoi qu'il en coûte, c'était très rassurant, mais il n'y a pas de miracle. Où ça va? Qui va payer? Ça va durer combien? On a des incertitudes économiques, macroéconomiques et microéconomiques au niveau des entreprises. Donc, on est toujours dans une incertitude très importante. Alors, est-ce qu'on sait dire ce que ça a donné sur la maîtrise des risques de sécurité? Alors, j'aimerais bien vous dire oui. On peut pas encore, on n'a pas encore véritablement des résultats qui permettraient d'être très affirmatifs. Ils sont contrastés, les résultats, ça c'est sûr. Autour de la table, on a des gens qui nous disaient, eh ben, écoutez, on ne comprend pas bien pourquoi, mais en tout cas, nos performances de sécurité au travail, elles sont meilleures que jamais. Et rapportées à l'activité, hein, pas parce qu'on s'est arrêté ou parce qu'on a diminué. Non. Rapporté à l'activité, on est meilleur, on a moins d'accidents, etc. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, il pouvait y avoir aussi des différences entre... On est meilleur en sécurité du travail, mais on est moins bon en sécurité d'exploitation opérationnelle. Et surtout, on avait des grosses différences. Encore une fois, il n'y avait pas du tout d'uniformité dans la réponse. Mais si je devais faire une sorte de moyenne de tout ça, pour autant qu'elle ait un sens, on pourrait dire qu'on a plutôt une tendance à l'amélioration des résultats, encore une fois, à volume donné d'activité lors de la phase aiguë de la crise, et plutôt une tendance à la dégradation pendant la phase qu'on a appelée chronique, de reprise des activités. Et encore une fois, ce n'est pas quantitatif, ce n'est pas lié à la quantité d'activité qui reprend. C'est proportionnellement, on redevient plus dangereux, hein, globalement, dans ce qu'on fait. Alors, c'est quand même un fameux paradoxe, quoi. C'est quand on est dans la panade, qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire, qu'on est complètement dans la déstabilisation, qu'on devient bon, et quand on revient un peu à la vie d'avant, on devient mauvais, ou on redevient mauvais, ou plus mauvais qu'on l'était avant la crise. Donc c'est quand même des choses intéressantes qu'il faudrait réussir d'abord à confirmer. On va essayer de continuer à travailler. Si vous avez des chiffres, des données, des trucs, moi je suis preneur. Et puis il faut expliquer. Alors, on a une hypothèse, enfin je ne sais même pas si on peut l'appeler une hypothèse, mais bon, enfin, une idée d'explication, on va dire, concernant l'embellie de 2020. Hein. Ça, elle a été formulée à plusieurs reprises. C'était particulièrement spectaculaire dans le bâtiment. Hein. Dans le bâtiment, il s'est tout arrêté pendant peu de temps, puis il a repris ses activités, et il fallait, c'était considéré comme essentiel. Et les chiffres de sécurité au travail se sont nettement améliorés. Et les gens se posaient la question, comment on peut faire que ça dure? Et si on ne comprend pas pourquoi, on n'arrivera pas à faire que ça dure. Et voilà, il faut essayer de faire que ça dure. Et l'idée d'explication derrière ça, c'est que finalement, il y a eu une focalisation considérable avec un martèlement permanent de tous les médias, etc., sur la santé, l'attention aux autres, prenez soin de vos vieux, de vos jeunes, enfin, voilà. Sans arrêt, on était focalisé sur la santé. Et la santé, ça se généralise assez facilement à la sécurité, notamment à la sécurité au travail. Et du coup, il se pourrait bien que l'attention à la santé, la crise sanitaire ait généré une solidarité plus générale et donc une prise en compte plus forte des risques de sécurité au travail. Ça n'explique pas vraiment la sécurité opérationnelle. Hein, ça, par contre, je ne vois pas fortement une relation évidente. Il y a eu plus de proximité de l'encadrement. On était plus proche les cadres se sont sentis investis de prendre soin de leurs employés, de leurs subordonnés. Ils l'ont fait, parfois en allant sur le terrain quand ils pouvaient, plus que d'habitude, mais même s'ils ne pouvaient pas, ils ont créé des liens beaucoup plus systématiques, forts avec leurs troupes qu'ils ne les avaient avant, et ils ont été obligés de faire plus confiance. Quand on est en télétravail, on n'est pas dans l'atelier, on est bien obligé de faire confiance. Et puis ça marche.
Et plus on fait confiance, plus ça marche, plus les gens ont envie de prouver que la confiance est justifiée. Donc il y a un cercle vertueux qui se déclenche et qui peut expliquer aussi les meilleures performances. Et pour le généraliser, ça, on pourrait dire que, pour employer les expressions classiques, hein, le travail réel, dans toute sa complexité, avec ses liens, son lien social, son lien au risque, à la perception des risques quasi physiques de tous les jours, a repris de la valeur par rapport au référentiel, au formalisme, aux prescriptions. Le travail réel a trouvé un espace. Les référentiels, bien souvent, on peut plus trop les appliquer, ça correspondait plus à grand-chose, et donc on a réinventé le travail, le vrai, quoi, mais qui était toujours là. Mais il était moins étouffé, moins cadré, et finalement, ça a été vertueux. Voilà, une hypothèse, hein. Je ne suis pas en train de dire c'est comme ça. Alors, maintenant, il faut expliquer le contraire, la dégradation, on va dire 2021, hein, pour simplifier. Bon. Moi, mon intuition vis-à-vis de ça, mais elle est encore plus fragile que la précédente, c'est que finalement, le fonctionnement qui a pu se développer, reprendre de l'importance pendant la crise, là où tout était un peu bloqué, que j'appelle ici un fonctionnement en solidarité confiante. Voilà. On est un collectif, on se fait confiance, on sait quelle est la valeur des autres, à qui on peut confier ça, pas ça, etc. Donc un fonctionnement en subsidiarité, en délégation beaucoup plus forte, au niveau des collectifs en tout cas. C'est pas le mode naturel du fonctionnement de l'industrie. C'est pas le mode qui résulte naturellement de ce monde de compétition forcenée, systématique, où il faut être le meilleur, il faut gagner, si on n'est pas le meilleur, on meurt. Voilà. C'est pas le mode naturellement associé à l'économie libérale. On va le dire comme ça. Et donc ce naturel-là, quand il n'est pas bloqué par des crises très fortes comme ça, il revient, peut-être pas au galop, mais il revient. Et il revient dans un contexte qui n'est pas celui d'avant, en plus. Un contexte qui est lourd, qui est alourdi par toutes les dettes, finalement, qu'on a accumulées dans la phase économique. Des dettes financières, éventuellement, mais aussi des dettes de fatigue, des dettes de surinvestissement, des dettes de stress, hein, parce qu'on a stressé, etc. Et donc, on se retrouve avec finalement les chefs qui redeviennent les mêmes chefs qu'ils étaient avant, les consignes qui redeviennent aussi fortes qu'avant, etc. Mais en étant crevés, en ayant voilà, tout ce passif derrière. Et puis avec sa vie personnelle un peu démolie, il y a de l'accumulation considérable là, de dettes au sens très large. Et ben voilà, et du coup, on devient plus mauvais qu'on était dans bien des domaines, y compris celui de la sécurité. Alors, il y a une question qui est évidemment très, très importante dans la gestion de crise. Vous l'avez discuté, vous la rediscuterez encore dans le reste de ces 2 journées. C'est la question des anticipations. À quoi servent les anticipations pour gérer les crises? Est-ce qu'il faut absolument avoir tout prévu, même si la crise, c'est justement la négation de la prévision totale? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça ne sert pas? Clairement, dans le tour de table, les gens, les entreprises qui avaient des anticipations fortes, qui avaient un haut niveau de maturité, à la fois à travers des plans de continuité de l'activité, par exemple, ou qui avaient un système de management de la sécurité, un formalisme de management de la sécurité fort, bien établi, qui tournait, qui était mature, ceux-là se sont mieux tirés de la crise. Donc la réponse est claire, c'est utile d'anticiper. C'est absolument, absolument clair. Mais on peut rajouter à ça encore qu'on n'a pas eu, par ailleurs, de réorganisation majeure. C'est-à-dire que ce qui était en place pour le quotidien banal fonctionnait pendant la crise.
on a fait un peu plus, un peu mieux de ce qu'on faisait d'habitude. On a fait plus de réunions de CODIR, de COMEX, on a fait plus parler les responsables HSE, on a encore un peu plus centralisé la décision stratégique. C'est l'application des consignes gouvernementales sur la crise sanitaire, c'est les grandes directions qui en décident. C'est ça que ça veut dire pour nous, on fait comme ça, il n'y avait pas de discussion. Voilà. Il y a eu un peu plus, dans certains cas, de subsidiarité, de bricolage, d'inventivité au niveau des unités de production, au niveau des sites, etc. Mais pas tellement. Pas tellement. Donc globalement, on a l'impression que tout ce qui était anticipé a fonctionné. Encore une fois, c'est paradoxal, parce qu'une crise, c'est quand tout ce qu'on avait prévu est par terre. Et ça fonctionne quand même. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu autour de la table, c'est pas ce qu'on voit dans la littérature. C'est pas la description de la gestion de crise classique de la littérature. Pour moi, il est très symbolique que pratiquement tous les gens autour de la table nous aient parlé de leur plan de continuité de l'activité comme outil fondamental de gestion de la crise, alors qu'ils ont des plans de gestion de crise, des plans d'urgence, etc. Ils s'en sont pas servis, ou pratiquement pas, ou pas tellement. C'est le PCA qui était l'outil de base. Donc, quand on regarde ça, plus le fait qu'il y a finalement peu de changements dans les processus décisionnels au sein des entreprises et au sein des autorités de sécurité, on finit par se dire, est-ce que c'était une crise ? Est-ce que l'industrie a vécu une crise ? Parce que c'est quand même extrêmement différent. Alors, juste une petite anecdote sur ça. Il y a je crois que c'est Karl Weick dans un de ses livres qui raconte sur ce sujet du rôle de l'anticipation des plans, des cartes finalement, des cartes du monde qui aident à surmonter l'imprévu, qui raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un bataillon de soldats canadiens qui a traversé les Alpes avec une carte des Pyrénées. Et il explique pourquoi c'était mieux d'avoir une carte des Pyrénées que rien. Parce qu'une carte, ça cartographie le monde, ça donne des repères. Ça dit, il existe des montagnes, des vallées, des cols, le nord, le sud, des rivières, des altitudes où il y a la neige, où on ne peut pas passer. Ça dit plein de choses. Alors la carte est fausse, mais on a tous eu du mal à naviguer avec nos cartes, hein. Et on le fait quand même. Et il y a plein de pilotes, puisque j'ai un petit passé dans l'aviation, qui se sont posés à Casablanca avec la carte de Cannes, ou voilà, avec une autre carte. L'un des plus récents, c'est Northwest qui s'est posé à Bruxelles avec la carte de Francfort. Et avec la discussion avec les contrôleurs, etc., etc. Tout était faux, mais ils sont quand même posés sur une piste, sans dommage. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas absurde de dire j'anticipe, ça me servira pas à faire ce que j'ai anticipé, mais ça me servira quand même. Voilà. On va revenir un petit peu sur ça. C'est quand même une leçon intéressante. Et je voudrais revenir sur ce constat un peu paradoxal que la crise amène, cette fois du côté un peu plus recherche, un peu plus de la fonction. Il est où le paradoxe là ? Il est dans le fait qu'on sait tous que nos sociétés sont des systèmes complexes. Ils sont autorégulés, avec toute une série de mécanismes de compensation. Ils ne changent guère que quand on leur tape très fort dessus, sous l'effet de chocs externes importants. La Covid-19, c'est un choc qu'on a rarement vécu dans l'histoire. Alors, j'ai quelques chiffres, hein, 200, mais ils sont déjà complètement dépassés, hein, parce que je les ai trouvés il y a plusieurs semaines, ou peut-être même plus. 217 millions de cas dans le monde, 7 millions en France, plus de 4,5 millions de morts, enfin, 130 000 milliards de dollars de dettes.
nationales créées artificiellement et accumulées pour gérer ça. C'est absolument hallucinant. Si ça, c'est pas un choc, qu'est-ce qu'un choc? Eh bien, malgré tout ça, on a extrêmement peu de changements. Tous nos sachants interviewés dans le groupe de travail de la FONCSI ont dit, rêvez pas, la mondialisation, on est en train de dire, oh là là, c'est pas bien que les Chinois fabriquent les masques, il faut arrêter tout ça, il faut il faut rapatrier. Ça ne se passera pas, ça n'arrivera pas. Donc on a effectivement relancé une industrie nationale de masques. J'ai entendu récemment qu'ils sont tous en faillite. Parce que les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas là restent valables. On n'a pas changé le système fondamentalement. La règle du jeu reste la même. Donc les résultats du match restent les mêmes. Voilà. Donc on reste sur un modèle de sécurité, que ce soit du côté industriel, de l'attente du public ou des autorités de sécurité en général qu'ils représentent, complètement basé sur l'anticipation. Donc j'ai dit que ça marchait, mais ça ne veut pas dire que c'est le mieux qu'on puisse faire. Il faut ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire. Et ce qu'on est en train d'apprendre de cette crise, c'est comment gérer la prochaine pandémie. On sera très bon sur la Covid-20. Mais la prochaine crise, si c'est une Covid, ça ne sera pas une crise. On saura faire. Ça sera dans le répertoire du prévu. On aura les modes d'action. Donc ça ne sera pas une crise. La crise, elle viendra d'ailleurs. Je ne sais pas de quoi. D'éruption solaire ou de n'importe quoi d'autre. Et on ne saura pas mieux faire parce que ce qu'on a appris là, c'est à mieux faire ce qu'on a vécu là la prochaine fois. Et c'est par définition pas un apprentissage de crise. Et alors, l'alternative, c'est quoi? C'est d'introduire le fameux mot résilience. Et donc de construire des systèmes capables de résilience. Et nos intervenants, et Jacques Repussard en faisant partie, nous ont dit, bien sûr que ça serait mieux. Bien sûr que ça serait une meilleure réponse aux menaces réelles qui nous attendent. Mais c'est pas acceptable pour l'industrie, pour le public, pour les juges, pour le régulateur. C'est pas acceptable. C'est trop cher, financièrement, moralement même, de dire non, on ne contrôle pas tout. Non, on ne peut pas tout prévoir et ça ne marchera pas. Il faudrait faire autre chose. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer là aussi cette finalement faible distorsion des fonctionnements industriels dans cette crise? Plusieurs explications possibles. Hein. D'abord, la crise, c'était une crise sanitaire. Elle était sociale, éthique. Il fallait que les hôpitaux gèrent les problèmes terribles qui leur étaient faits. Mais elle était beaucoup plus tout ça qu'industrielle. Les principes, les arbitrages de très haut niveau entre la santé, la production, l'économie, c'est l'État qui les a fait. C'est pas les industriels, d'une certaine façon. Il y a très peu de choix, très peu de marge d'arbitrage. Et ce soutien, le quoi qu'il en coûte, a été un facteur de relâchement des contraintes considérable, évidemment. Si les gens s'étaient retrouvés avec l'obligation de continuer à fonctionner sans aucun soutien, bon, la moitié de l'industrie serait par terre, on n'en serait pas du tout là. C'est une crise à dynamique lente aussi. Elle se transforme en drôle de guerre, je ne reviens pas. Et pour ça, finalement, les modalités de décision, le contrôle and command qui vient d'en haut marche bien. Il marche bien. On n'est pas assez déstabilisé pour que ça ne marche pas. Et finalement, cette crise, elle a essentiellement une conséquence, c'est l'accélération. Elle n'a pas induit des changements, enfin, à mon sentiment, après ce travail collectif. Elle a accéléré, permis, révélé des choses qui étaient encore un peu cachées, mais une métamorphose latente, mais en cours d'action du tissu industriel au niveau mondial. On est en train de vivre au niveau mondial l'équivalent de la révolution industrielle, avec la digitalisation, le virtuel, le big data, l'intelligence artificielle,
la poursuite de la mondialisation au sens de redistribution de la chaîne de valeur au niveau du monde entier, etc. Tout ça est en route, était avant la crise, a été partiellement ralenti un tout petit peu pour certains aspects, mais plutôt globalement accéléré. Donc c'est ça c'est ça, je pense, qu'a fait la crise. Donc, si on peut essayer de résumer les leçons, première leçon, attention, on dit que c'est une crise, oui, sûrement une crise, on ne va pas changer le mot, mais toutes les crises ne se ressemblent pas. Et il faudrait vraiment qu'on ait une taxonomie des crises. J'ai vu que il y avait une présentation sur le modèle Cinefin. Voilà, il y a des façons de décrire finalement les logiques profondes de la crise. Il faudrait avoir ça pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Deuxième leçon possible, c'est qu'on peut avoir des faux apprentissages. Il y a au moins deux façons de faire des faux apprentissages sur cette crise. D'abord, essayer de prédire le prochain scénario. Voilà, oh, on a vécu ça, donc la prochaine fois, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je ferai. Et une variante de ça, c'est essayer de prédire l'après. Voilà. Oh, ben, ce qui est en train de se passer, c'est ça, donc alors, je me prépare à l'avance, si je peux dire, avec ce pléonasme, au nouveau normal. C'est quoi le nouveau normal? Voilà. Mais si on se prépare au nouveau normal, on se prépare pas au nouveau anormal majeur, à la surprise fondamentale que sera la prochaine crise. Et donc le vrai défi, la vraie question, c'est comment on pourrait se préparer à pas l'être. Parce que quand on est en crise, c'est qu'on n'est pas préparé à ce qui nous attend, à ce qui nous arrive. Et donc comment on se prépare quand même à ça? Alors on peut s'entraîner, hein. Il y a des gens qui font ça, qui essayent de se mettre dans des situations complètement imprévues et puis aller, comment on fait, comment on se débrouille, et on s'entraîne. C'est typiquement la gestion de crise, hein, la formation à la gestion de crise classique. C'est pas du tout inutile, hein. Mais ça sera pas comme ça dans la vraie crise. Donc si on voulait vraiment se préparer à la vraie crise, mieux, il faudrait se rendre compte que c'est pas apprendre à piloter la crise qui est la bonne, qui est la meilleure plus-value. C'est concevoir une organisation qui vit mieux les crises, qui est résilient, pour réemployer le mot. Et ça veut dire que c'est son design. C'est pas le pilote qui compte, c'est pas le mode de pilotage, c'est le design même de l'organisation qui fait qu'elle résistera ou pas à la crise que vous allez vivre. Et le problème, c'est, Jacques Repussard l'a bien dit, c'est cher, le design résilient. Ça veut dire qu'on est opposé à l'optimisation. On ne peut pas être optimal et résilient. Hein, l'ours polaire, il est extraordinairement adapté à son environnement. On ne peut pas faire mieux. Des millions et des millions d'années de sélection et d'adaptation darwinienne en ont fait un animal exceptionnellement adapté à son environnement. 1 degré de plus dans la température moyenne, l'espèce disparaît. Il meurt de chaud, littéralement. Il meurt de chaud. Voilà. Donc, on ne peut pas être optimisé, complètement optimisé, lean et résilient. Ça ne va pas ensemble. Il faut de la diversité, il faut des trucs qui servent à rien, il faut des stocks. Pas que des stocks de masques, hein, des stocks de beaucoup de choses. On ne sait pas à quoi ça va servir. Ce n'est pas justifiable. Quand on est ministre, on se fait engueuler. On se fait ridiculiser publiquement quand on a fait ça. Mais c'est comme ça qu'on est résilient. Il faut des compétences, pas que des savoir-faire procéduriers. Il faut des savoir-faire de compréhension. Il faut des compétences. Et on ne peut pas remplacer les compétences entièrement par des procédures, des bonnes pratiques et des automates. Il faut de la solidarité, il faut de l'affect, il faut de l'émotion. Des marges de manœuvre. Il faut savoir quelles sont les marges de manœuvre. Il faut savoir à quelle distance on marche du bord de la falaise. On peut faire un faux pas à 10 mètres de la falaise. On ne peut pas faire un faux pas à 10 cm de la falaise. Et c'est toute la différence. Et c'est le comportement du système complexe, c'est ça. Ils sont homéostatiques. Donc, si vous mesurez votre risque de catastrophe en comptant les faux pas, vous avez tout faux. Ça n'a rien à voir. Il faut mesurer les faux pas à 10 cm de la falaise. Et d'abord, à combien je marche de la falaise. Et ça, c'est cher. Il faut créer des indicateurs, il faut s'imposer de jamais être au maximum du régime du moteur. C'est pas ce que dit l'économie libérale. Donc, on n'a pas beaucoup de chance
de voir advenir, même après des crises comme ça, voilà, un monde suffisamment nouveau, un modèle suffisamment nouveau pour que on ait vraiment accepté d'apprendre la leçon. Et tout le monde, plus ou moins, sait voir ce que je viens de dire. C'est juste après, est-ce que je paye ça ou pas? Et si je paye, mais que je disparais dans les 5 ans qui viennent parce que mes concurrents ne payent pas, est-ce que ça valait le coup? C'est la logique infernale de notre système actuel. Voilà. Ce que je voulais vous dire, vous rapporter de notre travail. Merci, M. Barniès. Maintenant, je vais vous inviter aux questions. Qui veut commencer? Bon, un doigt qui se lève là-haut. Je me disais, j'ai enfin réussi à assommer la salle. Non. Quelqu'un a résisté. Dans votre cycle embelli dégradation, je m'attendais à voir le mot vigilance suivi d'un relâchement de vigilance. Est-ce qu'il y est sous une autre expression ou... Oui, cette attention aux autres, on peut l'appeler vigilance, vigilance partagée. Il y a plein d'expressions qui tournent autour de cette idée-là. Mais oui, on s'est intéressé à la santé, on est devenu vigilant, attentif. Oui, absolument. C'est un des mécanismes. Après, je ne suis pas sûr que ça soit juste le relâchement de cette vigilance qui fait le retour de bâton. Je ne suis pas sûr. Merci d'abord pour cette présentation. Dans la continuité, en fait, une question que je me posais, c'était est-ce que c'est pas aussi cette histoire de amélioration et puis dégradation, ce serait pas aussi comme une phase aiguë de stress et puis après une phase chronique où on aurait un petit peu le même phénomène où en phase aiguë de stress, en fait, c'est positif généralement, mais il ne faut pas que ça dure. Oui. Et qui ferait le lien avec la fatigue, oui, l'épuisement, etc. Voilà. Et puis, ce que vous dites à la fin, moi, ça me fait énormément penser à tout ce qu'on appelle le slack, le gras dans les organisations, dans le matériel, etc. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait du jeu dans les engrenages pour qu'on puisse glisser les grains de sable, sinon ça bloque. Tout de suite, oui. Il y a toute une liste de conditions. Mais oui, le modèle du stress, le stress est une belle métaphore de ce qui se passe. Moi j'appelle ça le stress organisationnel. Sous quelle tension fonctionne l'organisation pour faire ce qu'elle fait. Et quels sont les indicateurs de ça? Quand on regarde, on n'en a pas. Je prends souvent, encore une fois, une image dans l'aviation, mais les pilotes font faire les choses à un pilote automatique qui fait les choses très bien. Et ils ont des indicateurs de vitesse, d'altitude, etc., qui leur disent le pilote automatique travaille très bien. Il fait parfaitement son boulot. Mais il ne dit pas l'effort qu'il fait pour y arriver. Et il y a un ou deux incidents très très graves, ou même accidents de l'avion, qui sont dus au fait que l'équipage n'a aucun retour sur les marges qui restent au pilote automatique. S'il n'en a plus, eh ben, il déclenche, et puis il rend un avion, parfois impilotable. Voilà. Et il aurait fallu dire, oui, je fais bien le boulot, je tiens bien à vitesse, mais attention, j'ai plus de marge, je suis au bout. Voilà. Les organisations ne mesurent pas leur stress organisationnel, elles ne savent pas dire où elles sont du déclenchement, du décrochage, de la décompensation. Alors, nous allons prendre 2 dernières questions, parce qu'on est un peu en retard. Mais rappelez-vous, on jouera, peut-être qu'on prendra un peu plus tard un temps de questionnement pour les différents intervenants. OK ? Donc, je prends à toi, Geneviève, et puis Jean-Cédric. En fait, est-ce que dans votre groupe de travail, vous êtes dit il y a des données à continuer à prendre pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de ce qui s'est passé? En gros, quelles données il faudrait recueillir pour aller plus loin par rapport à la connaissance qu'on a d'une crise pareille?
Il faudrait des données, d'une part sur les performances, parce qu'on n'a pas encore, je pense qu'il n'y a pas une propension magnifique à partager des données de ce type-là en ce moment. Donc des données toutes bêtes sur les indicateurs classiques de sécurité, mais aussi des données sur ce qu'on vient d'évoquer, sur quel était le niveau du stress dans l'organisation. Et voir quelle est la corrélation éventuelle entre cette évolution du stress organisationnel et sa traduction sur les performances en sécurité. Et quel est le décalage dans le temps éventuel entre les deux, parce qu'il y a probablement un décalage important. Jean-Cédric ? Oui, enfin c'est plus une information. Il y a un programme européen qui s'appelle Horizon, qui est en cours, et à l'intérieur de ce projet, il y a Credo qui va travailler sur les marqueurs du stress organisationnel. Donc c'est un programme qui sera lancé à la fin du mois. Heureusement qu'on a le rat. Alors, M. Pariès, on vous remercie.